Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le deuxième live de la semaine. Donc pour réviser le DNB donc 2021. Cette fois-ci le live fonctionne. Donc aujourd'hui on va parler du fonctionnement des organismes animaux et végétaux. Ça va durer une petite demi-heure. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat en direct. Je répondrai à toutes vos interrogations. Pour ceux qui sont pas là en direct, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre aussi pour que vous ayez vraiment toutes les clés en main pour bien réussir votre épreuve de DNB. Donc, le fonctionnement des organismes animaux et végétaux. D'abord, les animaux et les végétaux font beaucoup d'échanges avec leur environnement. Si on parle d'abord des animaux et de leur nutrition, ça veut dire le fait qu'ils se nourrissent, on sait que pour que l'organisme fonctionne correctement, les animaux, ils ont besoin de sels minéraux et de matières organiques qui vont leur permettre de produire de l'énergie et de la matière pour qu'ils puissent grandir, donc pour leur croissance. La matière organique, ça va être tout ce qui est matière vivante qui va être produite ou ce qui compose les êtres vivants. Les animaux peuvent avoir plusieurs régimes alimentaires. On a les animaux qui sont phytophages. Phyto, ça veut dire plante, donc c'est ces animaux qui vont manger uniquement de la matière organique végétale. C'est l'équivalent d'herbivores. Et on a des animaux qui sont aussi zoophages, donc à l'inverse, zoo, ça veut dire animaux. Ce sont des animaux qui vont consommer de la matière organique animale, donc d'autres animaux. Et c'est l'équivalent de carnivores. Et le dernier régime alimentaire, ce sont des animaux qui vont manger et de la matière organique animale et de la matière organique végétale, comme l'être humain. Et donc, ce sont des omnivores. Selon leur régime alimentaire, qu'ils soient phytophages, zoophages ou omnivores, les animaux ils peuvent présenter des adaptations au niveau de leur tube digestif ou de leur mâchoire. Par exemple, le castor, il a un organe particulier qui fait partie de son intestin, qui lui permet de mieux digérer le bois, parce que quand même le bois c'est quand même pas très très digeste, et donc il va avoir cet organe en plus dans son tube digestif. Ou alors, les animaux comme les vaches et tous les ruminants, ils ont une mâchoire particulière qui va leur permettre donc de ruminer et de bien mâcher du coup les végétaux qu'ils vont consommer. Globalement, les animaux, ils ont quand même tous un tube digestif qui ressemble un petit peu au nôtre, avec donc bouche, œsophage, estomac, intestin et anus, du coup, pour finir. Après, voilà, il y a différentes adaptations possibles selon leur régime alimentaire et selon leur milieu de vie. Pour ce qui est de leur respiration, les organismes animaux vont avoir besoin de prélever du dioxygène, donc de l'O2, dans leur environnement, que ce soit un environnement qui est aérien, donc pour les animaux qui vivent sur Terre, ou dans l'eau pour les animaux qui sont aquatiques. Dans l'eau, on a aussi du dioxygène qui est très dissous, on est d'accord. Il y en a très peu par rapport au milieu terrestre, mais il y en a quand même. Donc, les animaux ont besoin de prélever ce dioxygène, quel que soit leur environnement, et ils vont, en échange, rejeter du dioxyde de carbone. Le fait de prélever de l'O2 et de rejeter du CO2, c'est ce qu'on appelle la respiration. Selon leur milieu de vie, ils vont avoir des organes particuliers pour pouvoir respirer. Les animaux qui vivent en milieu aquatique vont posséder des branchies. Si on prend l'exemple du poisson, le poisson possède des branchies sous ses opercules, donc sur le côté de leur tête. Donc l'eau va rentrer par leur bouche et traverser les branchies, qui sont des organes très riches en vaisseaux sanguins, qui vont en fait pouvoir prélever l'O2 qui se trouve dans l'eau et rejeter ensuite par les opercules l'eau qui est du coup appauvrie en O2, puisque le poisson a récupéré tout l'O2 qui se trouve dans l'eau. Pour les animaux qui vivent en milieu terrestre, donc c'est notre cas notamment, certains animaux vont avoir des poumons, comme nous, comme les grenouilles, comme la plupart des mammifères, on a des poumons. Donc certains animaux terrestres, donc comme les vertébrés, vont avoir des poumons, et d'autres animaux, comme par exemple les insectes, eux ne possèdent ni poumons ni branchies, ils vont posséder ce qu'on appelle un système trachéen. Ça veut dire qu'ils vont avoir des petits trous le long de leur corps, comme par exemple le criquet. Vous pouvez faire vos petites recherches sur internet si vous voulez, vous trouverez facilement. Qui vont posséder des petits trous en fait dans leur peau, avec des petits, un petit réseau en fait à l'intérieur de leur corps qui va amener directement l'O2 jusqu'à toutes leurs cellules. Donc ça s'appelle des trachées.
Donc c'est pour ça que je parle de système trachéen. Donc branchies pour le milieu aquatique, poumons pour le milieu terrestre pour les animaux comme les vertébrés, et des trachées en milieu terrestre aussi, mais plutôt pour les insectes. Pour ce qui est des végétaux maintenant, la particularité des végétaux, c'est qu'ils sont fixés. Ils ne sont pas comme nous, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher leur nourriture, pour trouver ce dont ils ont besoin. Ils sont fixés au sol donc par leurs racines. Et grâce à ces racines, ils vont pouvoir prélever de l'eau et des sels minéraux qui se trouvent dans le sol. Ils ont besoin de cette eau et de ces sels minéraux comme nous, sauf que eux, ils vont récupérer du CO2 dans leur environnement, alors que nous, on a besoin d'O2. Eux, ils récupèrent du CO2 au niveau de leurs feuilles. Ils prélèvent donc ce CO2 et vont produire à partir de ce CO2, de cette eau et de ces sels minéraux, de l'O2. Cette O2 va ensuite être libérée pour une partie dans le milieu et consommée pour l'autre partie par la plante, parce que la plante aussi, bien sûr, a besoin de l'O2. Elle utilise quand même l'O2 qu'elle produit. Cette réaction chimique, qui est donc de prélever du CO2 et de rejeter de l'O2, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc elle permet de transformer ce qu'on appelle la matière minérale, donc de l'eau, des sels minéraux, tout ça c'est de la matière minérale, en matière organique. Donc ça va produire notamment du glucose pour se nourrir. Mais attention, la photosynthèse, elle n'est possible qu'en présence de lumière. Si vous mettez une plante dans le noir, elle ne peut pas réaliser la photosynthèse, et donc elle va mettre beaucoup plus de temps à grandir. Donc pour cette première partie sur les échanges avec l'environnement, on a 3 définitions qui sont vraiment super importantes. On a d'abord la définition de matière organique, qui est en fait la matière qui est produite par et qui compose les êtres vivants. La respiration, qui va être l'ensemble des échanges gazeux entre l'organisme et son milieu, avec du coup absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone. Et on a la photosynthèse, dont je viens juste de parler, qui est une réaction chimique qui permet la production de matière organique chez les végétaux verts en présence de lumière. Donc certains organes, on a dit, permettent des échanges avec le milieu, mais les éléments qui sont prélevés dans ce milieu ont besoin de rejoindre les autres organes, parce qu'il y a des organes comme les poumons qui prélèvent par exemple l'O2 dans le milieu, mais les autres organes aussi ont besoin de cette O2. Donc on va voir maintenant la nutrition des organes en grand 2. Donc les nutriments, vous le savez, les nutriments, c'est ce que notre corps va garder des aliments qu'on consomme. Donc on va consommer des aliments et notre intestin va prélever dans ces aliments qu'on a consommés des nutriments. Donc les nutriments et les gaz, du coup prélevés au niveau plutôt des organes respiratoires, sont transportés dans un liquide. Ça va être soit le sang, dans la majorité des cas, ou l'hémolymphe pour par exemple certains insectes. Le sang ou l'hémolymphe, c'est donc un liquide qui va circuler dans ce qu'on appelle un système circulatoire. Ce système circulatoire, il peut être soit ouvert directement sur les organes, soit fermé dans différents vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, du coup, vont être composés d'artères, de veines et de capillaires qui vont transporter du coup le liquide et les éléments indispensables qu'il contient. O2, CO2, nutriments, etc. Ce liquide qu'on va trouver dans les artères, dans les veines, dans les capillaires sanguins, il a besoin d'être mis en mouvement parce qu'il faut qu'il revienne régulièrement au niveau de l'intestin, au niveau des poumons, pour récupérer les éléments dont il a besoin. Donc pour être mis en mouvement, le corps utilise un organe qui est un muscle, qui est creux, c'est le cœur. Donc le cœur, il va se contracter et se décontracter. Quand le cœur se contracte, il va donc envoyer le liquide, donc le sang notamment, dans les artères qui vont rejoindre les organes. Donc les artères, on les voit ici sur notre schéma. Les artères sont en fait des vaisseaux sanguins qui vont envoyer du sang du cœur vers les organes. Et à l'inverse, quand notre cœur il se relâche, il se décontracte, il va se remplir de sang. Et ce sang qui du coup remplit le cœur, c'est du sang qui revient des organes par les veines. Donc c'était pour tout ce qui est système circulatoire chez les animaux. Si on s'intéresse maintenant aux végétaux, même principe, les racines vont prélever de l'eau, des sels minéraux, les feuilles vont prélever du CO2, mais il faut que tous ces éléments circulent dans la plante parce que chaque élément de la plante, chaque organe de la plante a besoin de ces éléments.
Donc les éléments qui sont prélevés dans le milieu vont circuler grâce à ce qu'on appelle des sèves, qui sont finalement aussi des liquides, mais il y en a de deux types. Il y a la sève brute, qui contient l'eau et les sels minéraux, qui vient donc des racines, et qui vont vers les autres organes, donc la tige, les feuilles, les fleurs, etc. Et la sève élaborée, qui contient des glucides, d'accord, parce que les glucides sont fabriqués au niveau des feuilles par la photosynthèse, et ces glucides vont donc vont donc utiliser des vaisseaux conducteurs grâce à la sève élaborée pour aller donc vers les autres organes, comme les racines par exemple, qui elles ne peuvent pas faire la photosynthèse parce qu'elles sont sous la terre. Ces deux types de sève circulent dans toute la plante grâce à des vaisseaux conducteurs. Donc c'est pas des vaisseaux sanguins, parce que les vaisseaux sanguins c'est dans le cas du sang et c'est chez les animaux, mais chez la plante aussi on a des vaisseaux conducteurs qu'on va trouver notamment dans la tige. Vous avez peut-être fait l'expérience d'ailleurs en classe de troisième, quand on va mettre une plante coupée dans un bécher avec de l'eau, avec un colorant rouge par exemple. On va voir en fait à travers la tige de la plante les différents vaisseaux conducteurs, parce qu'on va voir que l'eau rouge, du coup cette fois-ci, peut traverser cette tige grâce aux vaisseaux conducteurs et donc rejoindre les feuilles, etc. Ici encore quelques définitions. Donc on a dit que les artères, c'était des vaisseaux qui transportent donc soit le sang, soit l'hémolymphe, selon le type d'animaux, depuis le cœur vers les organes. Donc quand le cœur se contracte, le sang sort par les artères. À l'inverse des veines, du coup, qui sont des vaisseaux qui transportent cette fois-ci aussi le sang et l'hémolymphe, mais cette fois-ci des organes pour revenir vers le cœur. Le sang, c'est donc un liquide qui transporte des gaz O2, CO2 et des nutriments, donc jusqu'aux organes dans le système circulatoire, je vais y arriver. Et son équivalent chez certains animaux, c'est donc l'hémolymphe. Un système circulatoire, c'est l'ensemble des organes qui permettent le déplacement de liquide dans un organisme. Donc système circulatoire, ça va être le cœur, les artères, les veines, les capillaires. Et pour finir, chez les végétaux, on a donc la sève, qui est un liquide qui circule dans des vaisseaux entre tous les organes de la plante, pour pouvoir distribuer dans la plante tous les éléments indispensables pour que les cellules puissent vivre correctement. Donc on a parlé de la respiration et de la nutrition. Maintenant, on va parler de la reproduction des êtres vivants. On va commencer par les animaux. Donc les animaux produisent des cellules reproductrices qu'on appelle aussi des gamètes. On en a deux types. On a l'ovule chez la femelle et le spermatozoïde chez le mâle. Pour produire un nouvel individu, ces deux types de cellules reproductrices doivent se rencontrer et donc fusionner ensemble. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Donc le spermatozoïde plutôt va rejoindre l'ovule. Ces deux cellules vont fusionner et donner une seule et même cellule, qui est la toute première cellule du futur individu, qu'on appelle du coup la cellule œuf. Cette cellule œuf va ensuite se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, etc. pour donner un être vivant. Cette fécondation, donc cette rencontre entre les deux types de cellules reproductrices, elle peut avoir lieu soit dans le corps de la femelle, par exemple dans le cas d'un accouplement, d'accord ? Ça veut dire que le spermatozoïde rejoint l'ovule à l'intérieur du corps de la femelle. On parle donc de fécondation interne. Mais souvent chez les animaux aquatiques par exemple, les cellules reproductrices sont rejetées dans le milieu. C'est le cas notamment de plusieurs types d'animaux aquatiques, donc des poissons, etc. Ils vont rejeter leur ovule pour la femelle et leur spermatozoïde pour le mâle dans leur milieu, dans l'eau, et ces deux types de gamètes vont se rencontrer en dehors du corps de la femelle, et on parle donc de fécondation externe. Alors, dans le cas de la fécondation externe, en général, il y a énormément de pertes pendant les premiers instants de vie. Donc, on a énormément de spermatozoïdes, énormément d'ovules qui donnent énormément de cellules œufs, sauf qu'il y a énormément aussi de pertes dans les premiers instants. Et donc, pour compenser un petit peu cette perte, ce type de fécondation donne beaucoup d'individus, à l'inverse de la fécondation interne qui donne seulement, entre guillemets, quelques petits, mais les petits ont beaucoup plus de chances de survie, il y a beaucoup moins de pertes.
Donc, il y a moins besoin, on va dire, de produire autant de cellules œufs. Donc, ce type de reproduction qui parle d'ovules, de spermatozoïdes, etc., on parle de reproduction sexuée. Ça met en jeu des gamètes et ça donne des individus qui sont différents des deux parents. D'accord ? Avec des points communs, bien sûr, mais chaque individu qui est produit par reproduction sexuée est unique. Mais il y a certains animaux, comme par exemple l'étoile de mer, qui peuvent réaliser une reproduction qui est dite cette fois-ci asexuée. Cette fois-ci, pas besoin de gamètes. Le nouvel individu est produit à partir d'une cellule ou d'un organe de l'individu initial. Sauf que cette fois-ci, cet individu, il est strictement identique à l'individu initial. Par exemple, si une étoile de mer, vous lui coupez un bras et que, à partir de ce bras, elle peut se reconstituer un individu entier, ce nouvel individu va être strictement identique à l'individu qui a perdu son bras à la base. Il n'est pas du tout différent, comme dans le cas de la reproduction sexuée. La reproduction asexuée donne vraiment un clone de l'individu initial. Chez les végétaux, on a aussi une reproduction sexuée. Donc la fleur, en fait, de la plante, c'est son organe reproducteur. Cette fleur, elle va se présenter soit un ovule, soit du pollen, qui est l'organe qui est la cellule reproductrice mâle, soit les deux. Si je vous donne ici, par exemple, cet exemple de schéma, on voit qu'on a des étamines qui sont constituées d'un filet et des anthères. Cette étamine, c'est l'organe reproducteur mâle parce que dans les anthères, on va trouver le pollen, qui sont des petites cellules reproductrices, l'équivalent du spermatozoïde finalement. Donc au niveau de ces anthères. Et on voit aussi que la plante en plein milieu, au niveau de l'ovaire, à l'intérieur, on va trouver des ovules, qui sont du coup les cellules reproductrices femelles. Mais la différence encore avec les animaux, c'est que cette fois-ci encore, les végétaux, ils ne peuvent pas se déplacer pour trouver un partenaire. Ils ont besoin d'agents extérieurs qui vont rentrer en jeu pour disséminer le pollen. Donc par exemple le vent, par exemple les insectes, qui vont permettre de récupérer le pollen et le déposer sur un plant femelle qui contient la gamète femelle, pour qu'il puisse y avoir cette fois-ci aussi fécondation. Le fait de disséminer ce pollen comme ça par le vent ou par les insectes, on appelle ça la pollinisation. On a alors la fécondation de l'ovule de la fleur par le pollen d'une autre fleur. On parle encore cette fois-ci de fécondation. Et donc ça va donner encore cette fois-ci une cellule œuf, mais cette cellule œuf va en général donner une graine. Cette graine, elle va être cachée dans un fruit. Si on prend par exemple les pépins d'une pomme, ce sont des graines, ce sont des futurs individus végétaux qu'on va pouvoir, une fois par exemple, je prends l'exemple de la cerise. Donc la cerise, elle contient une graine à l'intérieur. Le fruit, en fait, à la base qui est sucré autour, qui est rouge, va permettre d'attirer les animaux. Les animaux vont manger toute cette partie fruit et donc cette graine va tomber au sol et potentiellement donner un nouvel individu. C'est de cette façon que les végétaux se reproduisent de façon sexuée. Mais eux, ils réalisent la reproduction asexuée de façon beaucoup plus simple de façon beaucoup moins rare, on va dire, que les animaux. Un nouvel individu peut se former à partir d'un fragment de la plante initiale. Par exemple, dans le cas du bouturage, où on va couper une branche d'un arbuste, le mettre en terre, ça va produire de nouvelles racines et donc un nouvel individu qui, cette fois-ci encore, est exactement identique à la plante initiale. Pour les définitions, alors ici il y a un peu plus de définitions. Les gamètes, ce sont donc des cellules reproductrices mâles, donc pollen ou spermatozoïdes, ou femelles, donc pour l'ovule, qui servent à la reproduction. La fécondation, c'est la rencontre et la fusion d'une gamète mâle avec une gamète femelle. Cette fécondation, on l'a dit, elle peut être interne, donc dans le corps de la femelle, ou externe, dans le milieu. La cellule œuf, c'est le résultat de cette fécondation qui va donner qui est du coup la première cellule du nouvel individu. La pollinisation, c'est le transport du pollen jusqu'au pistil d'une fleur par des animaux, par le vent, etc. Et pour finir les deux types de reproduction, on a la reproduction sexuée
qui est la reproduction qui crée un nouvel individu par union de 2 cellules reproductrices, alors que la reproduction asexuée, c'est la reproduction qui crée un clone de l'individu de départ, sans union de cellules reproductrices. Ce que vous devez du coup maîtriser sur ce thème, comme hier, je vous projette ce petit document qui vous montre un petit peu ce que vous devez savoir expliquer. Donc, comme hier, je vais vous mettre ce petit diapo en lien dans la description, comme ça vous pouvez le retrouver et l'étudier à votre guise. Donc ici, on parle du coup des aliments, de la nutrition, des animaux et des végétaux avec leurs points communs, les végétaux avec leurs particularités et les animaux avec leurs particularités aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était un petit peu plus court qu'hier. J'espère que vous avez tout bien compris. Je vous mets dans la description les vidéos qui correspondent donc que j'ai pu faire au cours de l'année et qui correspondent à cette partie des révisions. On se retrouve demain pour, attendez que je vous dise pas de bêtises, pour un nouveau live qui va parler cette fois-ci je vous dis ça tout de suite, des êtres vivants et de leurs relations de parenté, évolution et biodiversité. Alors cette fois-ci, vu qu'on est mercredi, ce sera à 14h. Voilà. Et donc aussi, comme hier, je vous mets dans la soirée un quiz sur Instagram pour que vous puissiez vérifier que vous avez tout bien compris sur ce thème et pour voir si vous êtes prêts pour le DNB. Donc j'espère que cette partie, ça va. Globalement, je pense que vous êtes plutôt calés sur ces questions-là et je m'inquiète pas trop. Plus la partie peut-être photosynthèse qu'il va falloir bien revoir. Bon, je compte sur vous. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Si jamais vous n'avez pas vu ce live en live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me retrouver sur Instagram. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là pour vous. N'hésitez pas. On se retrouve demain à 14h donc pour parler de la biodiversité et de l'évolution. Bye bye!